je voudrais dire sur Castoriadis, il y a évidemment une idée clé, une des idées mères de sa pensée, comme il disait lui-même, qui est l'idée d'autonomie. Mais enfin, je pense qu'avant d'entrer dans la discussion de l'idée d'autonomie, il vaut mieux que je fasse quelques préliminaires, à la fois sur la personnalité et l'œuvre de Castoriadis, et sur la manière dont elle a été éditée et dont elle est devenue accessible en France, et maintenant presque inaccessible malheureusement. Bon, alors je commence par la vie. Bon, Castoriadis, comme son nom l'indique, est un grec. Il est né à Constantinople en 1922. Bon, comme à ce moment-là, la Turquie était en train d'expulser les Grecs de Turquie vers la Grèce, il a fini par, à l'âge de quelques mois, par devenir un Athénien, et il a passé sa jeunesse à Athènes jusqu'en 1945. Donc il a fait ses études à Athènes, il a fait des études de philosophie et d'économie politique. Puis, je ne sais pas si vous avez une idée des conditions politiques de la Grèce dans les années 1930, ça a été assez mouvementé. Il y a eu un coup d'État militaire, à un moment donné, il y a eu la République pendant quelques années qui a été renversée par un dictateur militaire, et il y a eu ensuite l'invasion mussolinienne, et bien que l'invasion italienne de Mussolini ait été repoussée par les Grecs, il y a eu ensuite une invasion allemande qui, elle, a été beaucoup plus efficace et qui a gardé la Grèce sous sa domination jusqu'en 1944. Bon, ceci pour dire, ça s'est passé dans un cadre historique mouvementé, et la formation des idées politiques de Castoriadis en a été tributaire. Quand il était étudiant, donc, il a connu à la fois le régime de la monarchie parlementaire, le régime de la dictature, de Métaxas, c'est le nom de ce dictateur. Et ensuite, il y a eu donc l'occupation allemande et la résistance. Ça fait partie du cadre, parce que la résistance en Grèce, plus encore que dans tout autre pays d'Europe, même qu'en France, a été dominée par le Parti communiste. Et qu'au moment où la résistance pouvait prendre le pouvoir, évidemment, ça aurait pu faire de la Grèce un pays communiste comme la Yougoslavie, disons, à peu près dans les mêmes conditions que la Yougoslavie. Je veux dire, comme vous le savez certainement, les pays de l'Europe orientale, un très grand nombre d'entre eux, comme la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, l'Allemagne de l'Est, etc., sont devenus des États communistes en raison du fait que l'armée rouge avait libéré ces pays de la dictature nazie et avait installé, évidemment, une prépondérance très marquée de l'Union soviétique et donc des régimes satellites de l'Union soviétique. Il y a deux pays où ça aurait pu se passer tout autrement. Un où ça s'est passé, c'est la Yougoslavie, où la Yougoslavie, ce sont les résistants yougoslaves sous la direction de Tito qui ont pris le pouvoir sans aucune interférence de l'armée russe. Et ça se serait passé de la même façon en Grèce si les communistes avaient pris le pouvoir, comme ils ont tenté de le faire d'ailleurs. Comme ils ont tenté de le faire, mais il y avait l'armée anglaise. Et de fait, c'est l'armée anglaise qui a empêché les communistes de prendre le pouvoir en Grèce pendant les journées de décembre 1944. Et c'est des événements que Castoriadis a vécus et qui ont contribué à la formation de sa pensée. Bon, à travers le fait que lui-même avait été, dans sa jeunesse, enfin aux alentours de 15 ans, il avait adhéré aux jeunesses communistes grecques. Il n'y est pas resté longtemps parce qu'il a trouvé que le fonctionnement du Parti communiste n'était pas tout à fait celui d'une organisation démocratique marxiste telle qu'il la concevait. Ensuite, il a rejoint un groupe trotskiste et en tant que trotskiste, il était menacé par le Parti communiste. S'il avait été arrêté au moment de l'insurrection communiste par les communistes, il aurait été fusillé sans jugement immédiatement. Bon, ça ne lui est pas arrivé, mais il savait ces choses-là. Il savait à la fois que le Parti communiste, contrairement à ce qu'avait dit Trotsky, parce que il y avait la référence à des textes de Trotsky. Trotsky, en 1938, quand il fonde la 4e internationale, dit au début de ce texte que la 3e internationale, dont l'internationale communiste dirigée par Moscou,
est définitivement passée du côté de l'ordre bourgeois, c'est-à-dire qu'elle est devenue un parti réformiste, comme on le voit à ce moment-là avec la politique des fronts populaires, où le Parti communiste s'allie avec les socialistes et avec les radicaux, c'est-à-dire avec des forces absolument pas révolutionnaires. Et donc, bon, d'après Trotsky, le Parti communiste, à son tour, était passé dans le réformisme. Il était définitivement passé dans le camp de la bourgeoisie. Chose qui, aux yeux de Castoriadis en 1944, est manifestement fausse. Il est bien évident que les communistes en Grèce, comme en Yougoslavie, et contrairement aux directives de l'internationale communiste et de Staline, parce que Staline n'a pas voulu ni qu'en Grèce ni en Yougoslavie le Parti communiste prenne le pouvoir, et néanmoins, bon, Tito a pris le pouvoir, les communistes grecs ont tenté de prendre le pouvoir, autrement dit, ils se sont comportés comme des révolutionnaires et pas comme des réformistes. Donc le pronostic de Trotsky était déjà faux de ce point de vue. Bon, évidemment, il y avait un autre aspect du problème, c'est que tout en étant des révolutionnaires, c'était des révolutionnaires qui avaient pour objectif de prendre le pouvoir pour leur parti et pour exercer donc une dictature au nom de ce parti. Ce qui n'était pas la théorie marxiste de la Révolution. La théorie marxiste de la Révolution, c'est que c'est la classe ouvrière avec ses alliés dans les classes paysannes ou petites bourgeoises qui fondent un régime de ce qu'on a appelé le régime des soviets ou le régime des conseils, comme ça s'était passé au début en Russie, où des délégués élus et révocables par les comités de base du mouvement révolutionnaire exerceraient le pouvoir. Et ces soviets en Russie, en 1917, c'était pas le Parti communiste. C'était des organisations où il y avait des représentants de plusieurs partis et où le Parti communiste pouvait bien être majoritaire, et donc en un sens, c'était le pouvoir du Parti communiste, mais ce n'était pas un pouvoir exclusif. Alors que, en 1944, l'URSS est devenu un régime où fonctionne le pouvoir du parti unique qui est devenu le Parti communiste, et donc qui est une dictature qui n'est en aucune manière la dictature du prolétariat, mais la dictature d'un parti qui se pose comme dirigeant du prolétariat. Autrement dit, c'est une révolution, mais ce n'est pas la révolution prolétarienne au sens que les marxistes donnaient à ce mot au début du XXe siècle, et ce n'est pas non plus ce qu'on pourrait appeler une révolution populaire. Bon. Donc, il y a là quelque chose qui l'amène à remettre en question la théorie révolutionnaire de Trotsky. Bon, Trotsky, dont il faut rappeler que c'est quand même le principal artisan de la révolution russe en 1917. Qu'en 1917, qui a organisé la prise du pouvoir par les soviets russes en novembre 1917, c'est Trotsky. Bon, et que Trotsky a été effacé ensuite par Staline, mais que ça n'empêche pas que le rôle qu'il a joué réellement a bien été celui de l'artisan principal de cette révolution. Bon, donc Castoriadis à ce moment-là est trotskiste, mais il a déjà des doutes sur les conceptions de Trotsky. Ensuite, en 1945, il se trouve qu'il bénéficie d'une bourse de l'Institut français d'Athènes, lui permettant d'aller poursuivre ses études à Paris. Et il en profite avec d'autres. D'ailleurs, il y a eu tout un lot d'intellectuels qui ont fait le même voyage à bord d'un bateau qui venait des troupes néo-zélandaises, qui s'appelait le Mataroa, qui a conduit donc, depuis Athènes jusqu'à Marseille, je crois, les gens qui étaient dans ce bateau, parmi lesquels il y a eu des gens qui ont joué un rôle aussi dans l'intelligentsia française, qui sont devenus des intellectuels français, comme Kostas Papaioannou ou Kostas Axelos, donc qui ont été des philosophes. Bon, Castoriadis allait en France pour faire une thèse de philosophie à la Sorbonne. Il a contacté un philosophe comme Gaston Bachelard, dont il a suivi quelques cours. Il a contacté aussi un philosophe qui était surtout un logicien, qui s'appelait René Poirier, et avec qui il a commencé une thèse que finalement il n'a pas fini, qu'il a laissé en plan, parce qu'il était beaucoup plus occupé par la politique, qu'il avait rejoint à Paris les membres de la 4e internationale, dont le parti trotskiste international, dont c'était le parti communiste internationaliste, ça s'appelait comme ça, c'était
c'était un petit groupe, un groupuscule, comme on dit. C'était un ancêtre de la Ligue communiste ou du NPA ou d'autres groupes de ce genre. Et là, il a rencontré des gens avec qui il a discuté de ses positions sur l'analyse de la révolution et de la situation révolutionnaire en Occident à ce moment-là. Et il a créé, avec Claude Lefort notamment, qui était un militant trotskiste français, il a créé le groupe. Enfin, au début, ce n'était pas un groupe, c'était une tendance du parti trotskiste, et ça s'appelait déjà Socialisme ou Barbarie. Et quand ils ont quitté le mouvement trotskiste 3 ans plus tard, à ce moment-là, ils ont créé une revue qui s'est appelée Socialisme ou Barbarie. Bon, une revue qui était une petite revue diffusée à, je ne sais pas, 2000 ou 3000 exemplaires à peu près. Bon, ça a eu une audience relativement importante quand même, mais c'était les gens qui participaient à la revue publiaient sous des pseudonymes, notamment dans le cas de Castoriadis qui était expulsable en sa qualité d'étranger, il valait mieux qu'il écrive sous pseudonyme. Et la revue a duré jusque vers 1965, et le groupe s'est dissous en 1967. Bon, ceci c'est la préhistoire, pourrait-on dire, et c'est l'activité militante qui se faisait d'abord dans le cadre d'une théorie marxiste. Il est certain qu'au départ, Castoriadis, Lefort et puis d'autres personnages qui les ont rejoints, parmi lesquels les plus importants, pour les gens qui connaissent des philosophes, ça leur dira quelque chose, Jean-François Lyotard par exemple, ou encore un historien qui s'appelait Souiri, ces gens-là ont été parmi les animateurs les plus importants de socialisme ou barbarie. Ils ont d'ailleurs été en désaccord à partir des années 60. Ils ont été en désaccord sur la question du marxisme parce que Castoriadis, qui était un marxiste anti-stalinien, bon, il faut être clair là-dessus, marxiste, ce n'est pas synonyme de stalinien. Les partisans du stalinisme ne sont peut-être pas forcément des marxistes, ou en tout cas pas les meilleurs marxistes qui soient, et des gens qui sont anti-staliniens peuvent être d'excellents marxistes. Et bon, Castoriadis a d'abord développé des théories qui étaient du trotskisme non stalinien ou anti-stalinien, en particulier partant de l'idée que le pouvoir de la classe ouvrière ne se confond pas avec le pouvoir d'un parti. C'est une théorie qui était défendue dans le mouvement ouvrier avant les années 50, qui était défendue par exemple par ce qu'avait été le mouvement Spartacus en Allemagne avec Rosa Luxembourg, et qui avait aussi des partisans dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire en France, et qui était aussi assez proche des positions des anarchistes, dans la mesure où les anarchistes, dans certains pays, ont été une force militante sérieuse, et pas seulement des personnages folkloriques ou pittoresques, comme ça existe, notamment en France. Mais enfin, les anarchistes espagnols, par exemple, c'était une force révolutionnaire sérieuse. Et dans la guerre d'Espagne, on le sait, le conflit entre les anarchistes et les staliniens a joué un rôle très grave, très lourd, dans ce qui a été le sort de la révolution espagnole. Bon, mais enfin, je ne veux pas m'attarder sur ces choses-là. Le marxisme était donc, pendant longtemps, le cadre de référence de socialisme ou barbarie. Il y a eu un moment quand même où Castoriadis a développé ses propres doutes sur la théorie marxiste, notamment sur le déterminisme marxiste, sur l'idée que les rapports de production et l'évolution du développement des forces productives entraînaient nécessairement la baisse tendancielle du taux de profit capitaliste, entraînaient nécessairement une situation révolutionnaire et aboutissait donc par le simple jeu du renforcement des effectifs de la classe ouvrière par rapport à une bourgeoisie qui devenait une classe de moins en moins nombreuse, entraînait la révolution. Bon, Castoriadis a été amené à dire que ça c'était faux, et à partir de là, sans renoncer à ce qu'il appelait l'élément révolutionnaire du marxisme, parce qu'il y a un moment où il dit il y a dans le marxisme un élément révolutionnaire, et cet élément révolutionnaire, c'est ce qui s'exprime dans la pensée de Marx
et dans les organisations auxquelles Marx avait donné vie pendant le XIXe siècle, notamment la première internationale qui avait dans son manifeste, la première internationale disait, entre autres choses, considérant que l'émancipation de la classe ouvrière ne pourra être obtenue que par l'activité autonome de la classe ouvrière. Enfin, c'est les travailleurs eux-mêmes qui feront leur propre libération. Ça, c'est l'idée de l'autonomie ouvrière. Et cette idée de l'autonomie ouvrière, elle est là, dès le début, dans la pensée de Castoriadis, mais elle y est comme une idée marxiste. Et en tant qu'idée marxiste, elle vise surtout à dire la classe ouvrière doit régir elle-même sa propre activité, ce qui n'a pas toujours été le cas, et Marx le disait déjà d'ailleurs dans le manifeste du Parti communiste en 1848, il disait quand la classe ouvrière commence à agir, au début du XIXe siècle, elle lutte non pas contre ses ennemis, mais contre les ennemis de ses ennemis. Bon, ça veut dire, les ennemis de la classe ouvrière, en principe, c'est la bourgeoisie, c'est le capitalisme. Mais la bourgeoisie, à ce moment-là, est une classe révolutionnaire, parce qu'elle est en lutte contre la féodalité de l'Ancien Régime, contre les vestiges de la féodalité de l'Ancien Régime, qui sont les ennemis, donc des ennemis de la classe ouvrière. C'est la bourgeoisie qui entraîne la classe ouvrière dans les luttes de la Révolution française, par exemple, ou des révolutions similaires, du mouvement chartiste en Angleterre, par exemple, ou bien dans les révolutions qui se produisent dans l'Europe centrale, en Pologne, en Hongrie, en Allemagne, etc. Bon, la classe ouvrière entre en lutte, mais elle entre en lutte contre les vestiges de l'ordre féodal et sous la direction de la bourgeoisie, en fait. En fait, c'est la bourgeoisie qui entraîne la classe ouvrière, et la classe ouvrière, bien qu'elle entre en lutte et qu'elle se comporte comme une classe révolutionnaire, n'est pas encore autonome. Elle ne vise pas ses propres objectifs, et elle vise seulement ce qu'on pourrait considérer comme un préalable. Effectivement, il faut d'abord se débarrasser des vestiges de la féodalité pour pouvoir mener la lutte contre l'exploitation capitaliste. Bon, donc, pour Marx, l'important, c'est de conquérir l'autonomie de la classe ouvrière, et pour cela, il faut créer un parti de la classe qui ne se confond pas avec la gauche bourgeoise, la gauche républicaine ou démocratique, qui est une fraction du mouvement révolutionnaire bourgeois. Bon, soit dit en passant, de ce point de vue, je ne peux qu'être d'accord avec Jean-Claude Michéa quand il explique que la gauche et le mouvement ouvrier, c'est pas du tout la même chose. La gauche, ça commence en 1789. Ça commence en 1789 lorsque commence la Révolution française. Les gens qui sont partisans de la monarchie absolue, qui ensuite, lorsqu'on vote la première constitution de la royauté en France, ils sont partisans, enfin ce qu'on appellera la droite, sont les partisans du droit de veto royal, et les adversaires du droit de veto royal, c'est le premier vote qui se fait où se mettent à gauche les gens qui sont contre le droit de veto et se mettent à droite les partisans du droit de veto, qui à ce moment-là sont majoritaires. C'est là qu'on voit apparaître la droite et la gauche. Bon, la droite et la gauche, c'est des notions qui désignent une division dans le cadre d'une assemblée parlementaire. Dans une assemblée parlementaire, il y a des gens qui sont partisans d'une proposition, et des gens qui en sont les adversaires. Bon, et on peut dire, les partisans de l'autorité royale sont à droite, et les partisans de limiter l'autorité royale sont à gauche. Au départ, la droite et la gauche, c'est ça. Mais ça n'a rien à voir avec la classe ouvrière, le mouvement ouvrier. Bon, l'Assemblée nationale de la Révolution française est une assemblée où il y a évidemment, c'est ceux qui sont les forces de droite, il y a des membres du clergé, au début c'était les États généraux, il y avait le clergé, il y avait la noblesse, il y avait le tiers-État. Le tiers-État, en gros, on peut dire, c'est la bourgeoisie. Et donc, bon, la bourgeoisie est à gauche, le clergé et la noblesse sont à droite. Bon, bien que certains éléments du clergé et de la noblesse rejoignent la gauche, bon, ça c'est l'histoire de la Révolution française. Plus tard, évidemment, comme il va y avoir des luttes ouvrières, surtout à partir du moment où il y aura eu
après la chute de l'Empire napoléonien, qui était en un sens le continuateur de la Révolution française, quand il y a la Restauration avec Louis XVIII et Charles X, et ensuite la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe, bon, on voit entrer en scène la classe ouvrière. Bon, la classe ouvrière soutient la gauche bourgeoise. Enfin, elle ne se confond pas avec la gauche bourgeoise. La gauche, c'est un parti parlementaire bourgeois. La classe ouvrière ne se dit pas de gauche. Elle suit l'activité de la gauche contre les vestiges de la féodalité, et ça va continuer tout au long du XIXe siècle. Ça va en particulier aboutir à une alliance en France au moment de l'affaire Dreyfus, lorsque la droite nationaliste et réactionnaire soutient donc les tribunaux militaires qui avaient condamné le capitaine Dreyfus, et que la gauche bourgeoise défend l'innocence de Dreyfus et obtient son acquittement finalement, enfin qu'il soit sorti de la première condamnation qu'il avait eue, et la classe ouvrière soutient à ce moment-là les partis de gauche dans les élections. Mais enfin, c'est pas l'autonomie de la classe ouvrière n'est pas autonome. Alors, il y a ce premier point qui était tout simplement marxiste. Parler de l'autonomie, c'est dire il faut que les ouvriers s'organisent de façon telle qu'ils ne soient pas à la remorque de comités électoraux dirigés par des politiciens bourgeois. Parce que c'était ce qui avait eu lieu tout au long du XIXe siècle. Et donc, là-dedans, il y a des partisans du Parti socialiste, des gens qui fondent le premier Parti socialiste. Par exemple, le Parti socialiste unifié en 1905 à l'initiative de Jean Jaurès, la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, en principe, veut être un parti autonome. En fait, il est loin de l'être parce que pratiquement tous les députés sont des bourgeois, Jaurès le premier. Et les syndicalistes à l'époque, les syndicalistes révolutionnaires qui fondent la CGT, prennent comme idée de base qui est formulée dans la charte d'Amiens que le syndicalisme ouvrier reste dans le cadre de l'autonomie ouvrière et ne s'aligne pas sous la direction de quelque parti que ce soit, et qui ne donne pas d'ailleurs de consignes électorales. Les ouvriers ont à déterminer eux-mêmes s'ils veulent soutenir ou non le Parti socialiste SFIO. Bon, ça c'est ce qu'on appelait le syndicalisme révolutionnaire, qui est à peu près la même chose que ce qu'on appelle aussi l'anarcho-syndicalisme. La CNT en Espagne, c'est ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme. C'est à peu près la même chose que le syndicalisme révolutionnaire français. Et on peut dire, ce sont des partisans de l'autonomie ouvrière. Bon, c'est sur cette position également que campe Socialisme ou Barbarie au début de sa carrière. Maintenant, le développement de la réflexion sur les régimes de l'Est, sur l'avenir des révolutions socialistes issues de la révolution d'octobre de 1917. En 1917, on peut dire, ce qui a lieu est formellement une révolution où la classe ouvrière désigne ses représentants, enfin ses délégués. On peut dire, il y a une différence entre la représentation parlementaire et la délégation du pouvoir. Parce que si on délègue quelqu'un à une assemblée, on le délègue, mais on peut aussi le rappeler. On peut le rappeler à la base, on peut dire vous ne nous avez pas bien représentés, vous n'avez pas défendu ce que vous aviez à faire, et on vous révoque et on envoie quelqu'un d'autre à la place. Bon, c'est le problème de ce que, dans le jargon parlementaire, on appelle le mandat impératif. Une assemblée du genre des soviets russes, par exemple, pratiquait le mandat impératif, c'est-à-dire qu'en désignant un député ou un délégué au soviet, on le chargeait de défendre certaines positions. Et s'il ne défendait pas ces positions, il fallait qu'il revienne, qu'il remette son mandat aux gens qu'il avait élus, et qu'éventuellement, on élise quelqu'un d'autre à sa place, ou qu'on insiste sur le fait qu'il doit voter dans le sens auquel il s'était engagé. Alors que dans le système parlementaire, la représentation démocratique, comme on dit, que nous avons dans tous les États,
parlementaire contemporain, il n'y a pas de mandat impératif, même le mandat impératif est interdit. C'est-à-dire qu'on élit des députés, les députés ont un programme, en principe ils s'engagent à accomplir leur programme, mais rien ne les y oblige. Rien ne les y oblige, les électeurs ne peuvent pas dire « vous n'avez pas tenu vos promesses, donc on vous révoque ». Le refus du mandat impératif, c'est la base du parlementarisme bourgeois. Bon, ça peut se comprendre dans la mesure où on peut dire, si on élit des gens qui ont un programme et qui ne peuvent pas dévier de leur programme, finalement, il n'y aura pas de majorité dans le Parlement et effectivement, il faudra revenir à la base. Bon, c'est effectivement le résultat le plus logique, mais on préfère que le Parlement puisse fonctionner. Et donc, pour que le Parlement puisse fonctionner, dans nos systèmes démocratiques bourgeois, enfin, que Castoriadis ne considère pas, pour citer son opinion, comme des régimes démocratiques. Il dit que c'est une oligarchie. Le Parlement étant devenu indépendant de ses électeurs, pouvant voter le contraire de ce pourquoi il a été élu, bon, eh bien, c'est le pouvoir d'une oligarchie, c'est plus le pouvoir du peuple. Bon, donc, ça, c'est encore une thèse marxiste. Hein. Marx disait ça, notamment dans les textes qu'il a écrits sur la Commune de Paris. Sur la Commune de Paris, il disait, la Commune de Paris en 1871, c'est des délégués qui ont été élus par le peuple parisien et que le peuple parisien pouvait révoquer. Bon. Et en même temps, le salaire qu'ils recevaient en tant que... Enfin, les indemnités, comme on dit maintenant, en tant que conseillers municipaux, ça ne pouvait pas dépasser le salaire moyen d'un ouvrier. Autrement dit, il y avait cette idée que c'est pas un parlement où les parlementaires sont payés beaucoup plus que le salaire minimum ou le salaire moyen dans les gens qui travaillent dans la population. Bon, d'une part, ils n'ont pas un statut financier supérieur à celui de la masse des gens, mais surtout, ils restent sous le contrôle de leurs électeurs. Leurs électeurs peuvent les révoquer. C'était une idée qui, à l'époque de la Révolution, avait été défendue, d'ailleurs pas seulement en France, aux États-Unis par exemple, il y a eu, dès la Révolution de 1776, et la Constitution de 1787, il y avait l'idée que si les électeurs étaient mécontents de l'action de leurs élus, ils pouvaient le révoquer. Et ils pouvaient faire ce qu'on appelle en anglais une recall election, une élection de rappel. S'il y a un certain nombre de gens qui disent il faut qu'on procède à une nouvelle élection, on procède à une nouvelle élection, et le bonhomme qui a été élu, on va éventuellement le révoquer. C'est arrivé d'ailleurs au XIXe siècle même à un président des États-Unis. On l'a rappelé à la base. Chose qu'on n'a plus faite depuis. Et dans les pays européens, on ne l'a jamais faite, que je sache. Mais l'idée existait. L'idée existait et elle est liée à cette idée d'une autonomie, bon, qui n'est pas forcément l'autonomie ouvrière, d'ailleurs, c'est simplement les électeurs, quand ils élisent un représentant, ou il vaudrait mieux dire un délégué, bon, ils délèguent leur vote à quelqu'un, mais ils contrôlent leur élu et ils peuvent éventuellement le rappeler et le remplacer par quelqu'un d'autre. Bon, ça nous mène à l'idée, alors, non plus de l'autonomie ouvrière, mais de l'autonomie du peuple en général. Et c'est plutôt cette idée-là qu'on trouve dans les écrits de Castoriadis après Socialisme ou Barbarie. Enfin, bon, Socialisme ou Barbarie, je l'ai dit, c'est une revue qu'il mène jusqu'en 1965. Ensuite, bon, il essaie d'ailleurs de reprendre ses travaux philosophiques. Il va écrire un livre dont on vous a cité le titre tout à l'heure, qui s'appelle L'institution imaginaire de la société. Mais enfin, ce livre, c'est un livre de philosophie, alors que la plupart des choses qu'il a écrites, en tout cas à cette époque-là, c'est des textes de politique et sans référence philosophique. De sorte que, alors même qu'il n'a pas publié L'institution imaginaire de la société, il se met à publier vers en 1973, c'est le début de la publication, il se met à publier quelques-uns de ses textes politiques dans la collection 10-18. Bon, ceci est un des exemplaires. Il y a eu 8 volumes publiés entre 1973 et 1979. Les 2 premiers volumes s'appellent « La société bureaucratique » et sont des volumes consacrés
à l'analyse du régime soviétique, du régime de l'URSS et des démocraties populaires de l'Europe de l'Est. Le premier volume concerne essentiellement l'URSS, la révolution russe, la nature du régime russe analysé dans un texte qui s'appelle « Les rapports de production en Russie » et où il développe l'idée que, bien entendu, l'URSS n'est plus un État bourgeois, la bourgeoisie a été éliminée du pouvoir, mais à la place de la bourgeoisie, il y a une nouvelle classe dominante que Castoriadis appelle la bureaucratie. Bon, le mot bureaucratie était déjà employé par les trotskistes avant, mais avec Castoriadis, le mot change de sens, parce que la bureaucratie, dans les théories sociologiques, et y compris dans la théorie marxiste du début du XXe siècle, c'était l'organe de transmission du pouvoir gouvernemental. Il y avait le pouvoir gouvernemental qui était exercé par une classe, par exemple par l'aristocratie féodale ou les restes de l'aristocratie féodale, ou par un monarque constitutionnel, ou plus ou moins autoritaire absolu, ou bien par un président de la République, un gouvernement, tout ce qu'on veut. Et puis il y avait l'administration, qui était l'organe d'exécution qui transmettait les ordres et qui était simplement un instrument du pouvoir proprement dit. Autrement dit, la bureaucratie était seulement un élément intermédiaire entre le gouvernement et le peuple. Bon, dans l'analyse que fait Castoriadis de la Russie, la bureaucratie est devenue la nouvelle classe dominante. Il n'y a plus de bourgeoisie, donc c'est plus la bourgeoisie qui est au pouvoir, et elle ne fait plus exécuter ses ordres par la bureaucratie, mais la bureaucratie, la nouvelle bureaucratie mise en place par le Parti communiste, est devenue la nouvelle classe dominante. C'est une théorie que Trotsky lui-même avait envisagée dans la dernière année de sa vie. Vous savez que Trotsky a été assassiné en 1940. En 1940, il y a le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, qui avait commencé en 1939. À ce moment-là, d'ailleurs, la Russie s'était alliée avec Hitler. Enfin, bon, Trotsky était convaincu que cette alliance ne durerait pas longtemps et que la Russie serait obligée de partir en guerre contre Hitler. En fait, c'est Hitler qui est parti en guerre contre la Russie et la Russie a été obligée de faire la guerre. Et l'idée de Trotsky, c'était que la Russie gagnerait cette guerre. Mais que pour gagner cette guerre, la bureaucratie serait obligée de prendre appui sur la classe ouvrière et donc, finalement, de capituler en tant que bureaucratie. Trotsky disait « La classe ouvrière russe triomphera du nazisme, mais en même temps, elle triomphera de la bureaucratie stalinienne. » Bon, en quoi, bien entendu, il s'est trompé. En quoi, d'ailleurs, beaucoup de gens dans le mouvement trotskiste étaient d'avis qu'il se trompait. Trotsky lui-même a admis l'objection. Il a admis que peut-être, en effet, peut-être que contrairement à ce que je crois être la vérité, le stalinisme se maintiendra, la bureaucratie stalinienne se maintiendra. Mais alors si c'est le cas, c'est que je me suis planté sur tout. C'est-à-dire que la bureaucratie stalinienne n'est pas simplement un appareil d'arbitrage entre la classe bourgeoise et la classe ouvrière qui mène une politique plus ou moins d'équilibriste entre les exigences de la bourgeoisie et les exigences de la classe ouvrière, c'est qu'elle est devenue en effet une nouvelle classe. Et dans ce cas-là, il faudra remettre en cause toute notre théorie des classes sociales et de la révolution. Bon, cela Trotsky l'avait dit, mais enfin, il n'est pas allé plus loin puisqu'il a été assassiné quelques mois plus tard, et néanmoins, il avait ouvert la possibilité de ne pas être d'accord avec ce qu'il avait dit. Et c'est là-dessus, notamment, que dans les rapports de production en Russie, Castoriadis argumente pour montrer que la bureaucratie est devenue une classe dominante. Une classe dominante parce que, entre autres, elle est inamovible. On peut plus les gens qui sont à la base de la population ne peuvent plus révoquer ou chasser du pouvoir par des moyens légaux les gens qui s'y trouvent. Autrement dit, ces gens-là sont devenus les dépositaires indestructibles de ce pouvoir. Par ailleurs, il y a une différence manifeste et notoire entre les rémunérations des ouvriers et
Bon, ne parlons pas des paysans qui, eux, ont été littéralement surexploités sous le stalinisme et qui ont, en particulier d'ailleurs, été massacrés par millions. Il y a eu des millions de paysans qui sont morts, bon, pas forcément parce qu'ils ont été massacrés par le GPU, mais aussi par la famine dans les années 1930. Ça a été vraiment une tragédie pour les paysans russes. Enfin bon, les ouvriers aussi, ils étaient vraiment sous-payés, alors que les bureaucrates avaient une hiérarchie de rémunération qui les mettait très au-dessus du reste de la population. Et on peut dire que par leurs revenus, ils se comportaient comme une classe dominante, ils avaient un statut de classe dominante. Bon, ça c'est les deux premiers volumes que Castoriadis avait publiés dans la collection 10-18, qui ont été réédités ensuite en un seul volume. Bon, il y a deux volumes, le premier était sur la Russie, le second parle surtout des révoltes qui ont eu lieu dans les pays de l'Est à partir de 1953. Dès la mort de Staline, il y a eu une insurrection à Berlin, en Allemagne, le 17 juin 1953, qui est d'ailleurs une date que l'Allemagne actuelle a pris comme célébration d'une fête de la démocratie européenne, je ne sais pas, quelque chose qu'il commémore. Bon, non sans raison, c'est la première révolte, effectivement, qui se produit dans un pays dirigé par le Parti communiste et qui montre bien que la classe ouvrière n'était pas derrière le Parti communiste. Ensuite, 3 ans après, avec les bouleversements qui ont suivi la mort de Staline, avec Khrouchtchev, le rapport Khrouchtchev et les révélations qui se font à ce moment-là, on a l'insurrection hongroise et une semi-insurrection en Pologne. Et c'est ces événements, alors, de la Hongrie et de la Pologne, qui sont traités surtout dans le second tome de la collection 10-18, de l'édition des écrits politiques de Castoriadis. Enfin, ça ne s'appelle pas les écrits politiques de Castoriadis, c'est la série Socialisme ou Barbarie, c'est les textes de Socialisme ou Barbarie. À la même époque, d'autres textes des autres participants de Socialisme ou Barbarie sont publiés, en particulier des textes de Claude Lefort dans un livre qui s'appelle Éléments d'une théorie de la bureaucratie. Et il y a également un livre de Jean-François Lyotard qui avait été, à cette époque, il n'était pas connu, il était professeur de philosophie, mais il n'était pas connu comme philosophe. À cette époque, il était professeur en Algérie et ça lui a permis de donner une analyse et des témoignages sur la guerre d'Algérie. Et il a publié dans les années 80 un livre qui s'appelle La guerre des Algériens et qui est la reprise intégrale des articles qu'il avait publiés dans Socialisme ou Barbarie. Bon, il a été un des philosophes originaux de cette époque, qui était à ce moment-là en désaccord avec Castoriadis d'ailleurs, mais enfin c'est quelqu'un de Socialisme ou Barbarie. Bon, on avait des documents qui étaient Socialisme ou Barbarie. Maintenant, ça ne se trouve plus. Hein. Moi, j'ai acheté ça dans les années 70 parce que bon, j'étais là à ce moment-là, j'étais un jeune ex-68 heures, et ces bouquins-là faisaient partie du genre de bouquins que je trouvais intérêt à lire. Aujourd'hui, ils ne sont plus réédités, et la seule chose qui existe, c'est depuis 2012, on a entrepris une publication des écrits politiques de Cornelius Castoriadis. Alors c'est une collection en format cartonné, c'est des gros volumes, ça coûte beaucoup plus cher qu'un livre de poche évidemment. Autrement dit, ça ne pourra atteindre qu'un public limité, sauf bon, si on considère que les étudiants fréquentent les bibliothèques universitaires et qu'il y a quand même quelques chances que les bibliothèques universitaires aient fait l'acquisition de ces volumes. Actuellement, il y a 6 volumes publiés qui reprennent à peu près les mêmes textes et d'autres qui sont venus entre-temps, hein, dans un ordre plus ou moins thématique. Bon, à peu près tous ceux qui avaient été publiés dans Socialisme ou Barbarie sont déjà édités, mais il y a encore 2 volumes à paraître. Bon, ceci pour dire, si maintenant on veut lire les textes politiques de Castoriadis, il faut les lire dans cette édition. Et c'est pas facile et c'est pas évident si on n'a pas
la possibilité, par exemple, de fréquenter des bibliothèques universitaires bien fournies. Bon, je voudrais dire que c'est une édition excellente. Elle a été faite par des gens qui ont connu et suivi de très près l'activité de Castoriadis, en particulier quelqu'un qui s'appelle Enrique... maintenant son nom ne me vient pas, c'est un Espagnol qui était venu en France à l'époque de Franco et qui est resté en France, et Enrique Escobar. Bon, il a fait une présentation et une annotation de ces textes qui en font un instrument de travail remarquable. Bon, donc je le dis, bien que ça ne serve pas à grand-chose de vous le dire. Je vous dis, c'est bien dommage aujourd'hui, on ne dispose plus tellement d'un accès facile et libre à ces textes-là. Ou bien il faut payer le prix fort de ces livres qui se vendent assez cher, ou bien il faut le trouver dans des bibliothèques publiques. Bon, c'est, à mon avis, des textes aussi importants, sinon plus importants, que les œuvres philosophiques qu'il a écrites. Bon, ces œuvres philosophiques, elles contiennent, bon, notamment le livre intitulé « L'institution imaginaire de la société », qui est un livre quand même dont la première partie avait été publiée dans Socialisme ou Barbarie, mais représentait déjà une réflexion philosophique sur le marxisme en fait. Ça s'appelait Marxisme et théorie révolutionnaire. Et puis la seconde partie, c'est l'analyse de l'imaginaire social et de ce que Castoriadis appelle le social historique. Il estime qu'on ne peut analyser la société ni simplement de façon statique comme le font les sociologues, ni seulement de façon diachronique, enfin dans la succession du temps comme le font les historiens, et qu'il faut joindre les deux éléments, avoir un point de vue donc qu'il appelle lui social historique. Bon, c'est un livre important, bien sûr, on peut dire que c'est son œuvre maîtresse sur le plan philosophique, bon, mais les textes politiques sont tout aussi importants, enfin à mon avis même peut-être plus. Alors dans ces textes-là, on retrouve le thème de l'autonomie. Bon, l'autonomie est à penser à un double niveau. Il y a l'autonomie de la société, au sens où, bon, alors que veut dire autonomie? Une société autonome, c'est une société qui se donne à elle-même sa propre loi. Autos veut dire soi-même et nomos, c'est la loi. L'autonomie se caractérise par le fait qu'au lieu de recevoir les lois d'une autorité traditionnelle, par exemple, comme dans la Bible, de la recevoir d'un Dieu qui nous a donné les 10 commandements et même quelques autres. Vous savez que pour le peuple juif, par exemple, il n'y a pas que les 10 commandements, il y en a encore un bon nombre qui s'ajoutent, et eux, ils parlent des 613 commandements. Bon, les 613 commandements qui s'imposent au peuple juif sont la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a donné la loi au peuple hébreu, et par conséquent, ils ne sont pas autonomes. Ils sont sous la domination de Dieu. Dieu est leur souverain, même leur souverain absolu. Pour les catholiques ou les protestants, c'est pareil. C'est Dieu qui a donné la loi. Bon, on accepte volontiers la loi que nous a donnée Dieu, mais c'est une loi hétéronome, comme on dit. Le contraire d'autonome, c'est hétéronome. Et finalement aussi, même dans les milieux qui se veulent laïques et de gauche, qui ne reçoivent pas la loi de Dieu, il y a l'idée qu'il y a des lois de la nature, et en particulier dans certains domaines. Bon, vous en avez un exemple tout à fait caractéristique avec les théories de l'économie des économistes contemporains. Il y a des lois économiques qui résultent de la nature même des rapports économiques, la loi de l'offre et de l'échange, des choses de ce genre, la loi qui fait que quand on prête de l'argent, on attend un intérêt et que si on n'attendait pas cet intérêt, on ne prêterait pas l'argent, donc l'argent fait des petits. Il apporte au capitaliste qui a prêté de l'argent, il lui apporte un revenu supplémentaire et que cela est une loi de l'économie. Bon, et qu'au nom de ces lois de l'économie, aujourd'hui, on met sous contrôle le budget des États. La Grèce, par exemple, depuis qu'elle est endettée face à la Troïka de la Banque mondiale, de la Banque européenne
et de, je ne sais plus quel est le troisième élément de cette troïka, bon, elle pâtit du fait que les lois économiques lui imposent une volonté à laquelle le peuple ne peut rien. Le peuple peut voter pour protester contre ça, il peut même voter un référendum comme l'a fait Tsipras il y a 2 ans ou 3 ans, mais l'Europe est inflexible, la loi de l'économie marchande incarnée par Angela Merkel s'impose contre la volonté des populations. Bon, donc l'autonomie du peuple, ça revient à dire tout ça c'est de la mystification. Nous voulons que le peuple définisse lui-même la loi, que la loi soit l'émanation de la volonté du peuple. C'était la théorie de Rousseau, entre autres. Bon, Rousseau, il explique que, dans son livre Le contrat social, il explique que l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite soi-même est liberté. Bon, on est libre quand on obéit à une loi qu'on s'est donnée soi-même. Bon, il n'emploie pas le mot autonomie parce qu'il n'aime pas trop, lui, parler grec. Mais enfin, une trentaine d'années après Rousseau, il y a un philosophe allemand qui s'appelle Kant et qui fonde sa théorie de la moralité sur l'idée d'autonomie. Mais lui, il le prend en référence à l'individu. L'individu doit, pour savoir ce qu'est la loi morale à laquelle il doit obéir, l'individu doit se demander s'il peut généraliser sa maxime particulière d'action et s'il peut dire est-ce que je peux vouloir que tout le monde prenne la même règle de conduite que moi. Dans ce cas-là, je sais que c'est une loi universelle. C'est une loi universelle que je reconnais comme la loi à laquelle j'obéis tout en l'ayant moi-même voulu. Bon, et donc, il y a aussi chez Kant un idéal démocratique, bien que les circonstances qui fait que Kant était quand même un sujet du roi de Prusse l'amènent à mettre de l'eau dans son vin dans la pratique, alors qu'il était un admirateur de la Révolution française. Mais enfin, la Révolution française, lui-même le dit, c'est un spectacle enthousiasmant, mais ça se passe ailleurs. De Königsberg en Prusse orientale, il voit la Révolution française mettre en œuvre l'autonomie du peuple souverain, mais bon, lui, il admire, il applaudit, mais bon, il ne va pas plus loin. Mais enfin, c'est là-dessus qu'au XIXe siècle, les partis républicains, démocrates, prennent leur fondement pour développer une théorie de la démocratie qui suppose en effet que la loi, c'est la transcription de la volonté du peuple. Le peuple définit ce qui est réellement une loi, et lorsque cette loi n'est pas obéie parce qu'il y a une monarchie, une dictature, etc., c'est quand même en fonction de ce que fixe cette loi que l'individu libre devrait se comporter. Bon, évidemment, il est très clair que dans une société qui n'est pas libre, l'individu qui se veut libre ne le sera pas non plus. Parce que s'il veut agir en homme libre, par exemple, dans la France de Charles X, ou même de Louis-Philippe, ou dans la Russie des tsars, bon, il apparaîtra comme un dangereux rebelle, et on le mettra en prison, ou on l'enverra en Sibérie, dans le cas de la Russie, bon, comme en a fait l'expérience un ami de Marx qui s'appelait Bakounine. Bon, si la société n'est pas autonome, l'individu ne sera pas autonome. Bon, ça, c'est une thèse que soutient et défend Castoriadis. Il dit, si on est dans une société hétéronome, même si on est soi-même imbu de l'idée d'autonomie et qu'on veut agir en citoyen libre, alors qu'en réalité on est un sujet dominé par le pouvoir, bon, on sera tout simplement vertueux dans le malheur. Il dit, s'il n'y a pas à la fois l'individu autonome dans la société autonome, si les deux ne sont pas donnés, la situation, ce sera l'individu qui se veut libre. Bon, il agira de manière vertueuse, pour parler comme Rousseau ou même comme son disciple Robespierre, mais il sera malheureux. Il sera le martyr de cette liberté pour laquelle il lutte. Bon, donc l'objectif pour lequel il faut lutter, c'est pour une société autonome, donc qui se donne sa propre loi, et dans laquelle l'individu pourra agir conformément
à une volonté qu'il reconnaît comme sienne. Bon, alors, le problème pratique est difficile à établir, puisqu'il met en cause le rapport entre l'individu et les institutions de la société. Et il y a même des gens qui prennent ça avec l'idée que l'individu, finalement, c'est lui qui devrait fonder la loi, c'est lui qui devrait dire quelle est la loi, et puis, bon, quand il trouve une société qui ne réponde pas à ses aspirations, il n'a plus qu'à lutter contre elle, à se rebeller contre elle, et avoir l'attitude qui a été souvent celle des anarchistes. Et il peut rêver d'une société sans institution. Bon, ce n'est pas du tout la position qu'adopte Castoriadis. Il dit, il n'y a pas la possibilité d'une société sans institution. Il y a une société qui peut se savoir maîtresse de ses institutions, c'est-à-dire qui peut savoir que quand elle s'est donné des lois, qu'elle a voté, par exemple, pour qu'on établisse certaines lois, c'est pas forcément un vote définitif, qu'on pourra changer d'avis, qu'on pourra modifier les lois, et c'est ce que pensaient les révolutionnaires français en 1789, il faut le dire. Enfin, peut-être pas en 1789, mais en tout cas en 1793, parce que la Convention nationale, en 1793, a voté la Constitution de l'an 1, dans laquelle il y a un article qui dit que le peuple ne prétend pas enchaîner les générations futures à ce qu'il aura décidé maintenant. Il dit il sera toujours possible de... Bon, je ne sais pas le texte littéral, je l'ai oublié, mais enfin, l'idée est celle-là. Nous ne prétendons pas, nous, qui créons une constitution en 1793, nous ne prétendons pas enchaîner les générations futures à cette constitution. S'ils ne sont pas d'accord, ils la changeront. C'est dit en toutes lettres dans la Déclaration des droits qui précède la Constitution de 1793. Bon, bien évidemment, c'est la Déclaration de 1793, et elle n'est pas en vigueur dans aucun pays du monde. La Déclaration des droits de 1789 n'est pas la même, c'est celle qui servait de préface à la Constitution de 1791. Enfin, cette idée que nous votons des lois, mais ces lois, nous sommes toujours libres de les modifier, et dont l'institution n'est jamais, à nos yeux, définitive, elle n'a pas un caractère sacré. Ce n'est pas quelque chose de sacro-saint. Alors que, bon, ça c'est une différence entre les Français de 1789 et les Américains qui ont voté leur constitution en 1787 et qui aujourd'hui encore ont toujours la même constitution. Bon, ils ont fait des amendements, il est vrai, ils ont fait quelques modifications. Mais dans leur idée, la constitution qui a été votée par les pères fondateurs, les gens qui ont voté la constitution de 1787, les gens comme Benjamin Franklin, Washington, Jefferson, etc., ces gens-là, ils ont été un peu comme Moïse pour le peuple hébreu, ils ont fixé la loi définitive et on n'y touche plus. Bon, de ce point de vue, la Révolution française marquait un sens de l'autonomie beaucoup plus certain, beaucoup plus réel que ce qu'a été la Révolution américaine. Bon, à la même époque, donc, le terme de comparaison intéressant sur lequel on peut réfléchir. Bon, donc, l'idée que développe Castoriadis, c'est que une société autonome, c'est une société qui reste libre de modifier ses institutions et qui n'est jamais enchaînée définitivement, aliénée définitivement à ces institutions. Et il en cherche un terme de comparaison pour l'individu quand il parle du problème de l'autonomie individuelle et qui se réfère à la psychanalyse de Freud. Il y a un texte, je dois en avoir un extrait que j'ai cité dans mon livre et dont je vais essayer de le retrouver et de vous le dire. Il y a une formule de Freud qui est dans un de ses livres qui s'appelle, je crois, Conférence sur la psychologie. Bon, où Freud dit... attendez. Bon, il énonce une formule. Bon, je vous la cite d'abord en allemand parce que c'est pas inintéressant de la connaître en allemand. C'est « Wo es war, soll ich werden ». Littéralement, là où ça était,
Ich soll werden, je dois devenir. Je dois devenir là où le... Alors, bon, il y a une distinction que fait Freud entre la pensée consciente du sujet conscient, qui est le moi. Quand je dis moi, je dis ce que j'ai à l'esprit, ce que je pense, ce que je veux. Et des fois, je crois vouloir quelque chose, mais en réalité, inconnu de moi, il y a ce que Freud appelle le ça, qui est une pulsion inconsciente, qui me détermine à mon insu, et qui va faire que, alors que je crois agir librement, en fait, j'agis sous l'emprise d'une passion. Je peux aussi, de manière beaucoup plus banale, agir sous l'emprise de la boisson, si je me suis peinté, saoulé, enfin bon, si j'ai abusé de substances hallucinogènes ou des choses de ce genre, je croirais agir librement, et en réalité, je serais entièrement aliéné au poison, drogue ou vin ou alcool qui s'est emparé de ma pensée. Bon alors, la traduction la plus courante de ce texte de Freud, c'est le moi doit déloger le ça. Le moi doit déloger le ça, et c'est même mis... Enfin, c'est pas la traduction littérale. La traduction littérale, il y a une traduction qui a été proposée par un psychanalyste français du XXe siècle, dont Castoriadis à l'époque était le disciple, et qui s'appelait Jacques Lacan. Enfin, ensuite, il a eu des conflits avec Jacques Lacan, et on ne peut pas dire que Castoriadis soit lacanien. Enfin, il était d'accord avec Lacan là-dessus. Quand on parle du moi et du ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que le moi déloge le ça, comme le dit la traduction mot à mot. Bon, traduction qui semble justifiée par ce que dit Freud à la suite, parce que Freud parle du Zuiderzee, la mer intérieure de la Hollande, et de l'assèchement de cette mer pour créer des polders. Et bon, il dit ce qui se passe entre le moi et le ça ne consiste pas, justement, à assécher l'inconscient, à vider et à déloger l'inconscient de là où il est pour ne faire intervenir que le moi conscient. Ça veut dire simplement que le moi doit acquérir le contrôle de son ça, de ce qu'il appelle le ça. Alors je vous lis ce que dit Castoriadis, après avoir rappelé donc que Freud lui-même évoque à ce propos l'assèchement du Zuiderzee. Comment penser à un sujet qui aurait totalement résorbé sa fonction imaginaire? Comment pourrait-on tarir cette source au plus profond de nous-mêmes, d'où jaillissent à la fois fantasmes aliénants et créations libres, plus vraies que la vérité, délires déréels et poèmes surréels, ce double fond éternellement recommencé de toutes choses, sans lequel aucune chose n'aurait de fond? Comment éliminer ce qui est à la base d'eux, ou en tout cas inextricablement lié à ce qui fait de nous des hommes, notre fonction symbolique, qui présuppose notre capacité de voir et de penser en une chose ce qu'elle n'est pas. Et donc, il est amené à dire, quand on parle de l'autonomie d'un sujet, on ne définit pas un état statique dans lequel, par exemple, soit il serait libre, soit il serait esclave, soit il serait aliéné, soit il serait désaliéné. On parle d'une relation dynamique entre son moi conscient et ses pulsions inconscientes, et du fait que dans cette relation, il y a à la fois le moi qui est là, le ça qui est là, et qui, ni l'un ni l'autre ne peut détruire son partenaire, si je peux dire. Le moi conscient ne peut pas détruire l'inconscient, et l'inconscient ne peut pas détruire le moi. Bon, sans parler de la troisième instance qu'il y a chez Freud, qui est le surmoi, qui représente la volonté transmise par les générations précédentes et par l'autorité paternelle. Mais enfin, il dit c'est le rapport dynamique qui s'établit entre le moi et le ça qui fait qu'on sera autonome ou aliéné. Et de la même façon que le sujet normal n'est pas un sujet qui ne serait que pure conscience rationnelle sans aucune passion. Il a des passions, mais il assume ses passions, il est capable de les contrôler, et c'est dans la mesure où la relation dynamique entre la passion et la raison s'équilibre qu'on peut dire qu'il est un sujet autonome. Et de la même façon, pour une société, si la société est autonome, ça ne veut pas dire qu'elle a les institutions idéales
la République parfaite, la République d'utopie en quelque sorte. Il ne s'agit pas d'être utopiste, mais c'est une société dans laquelle, tout en ayant des institutions, on n'est pas esclave de ces institutions, de même que le sujet autonome n'est pas le sujet qui n'aurait pas de passion. Le sujet autonome, il a des passions, mais sa raison arrive à fonctionner avec ses passions. C'est d'ailleurs quelque chose qui rejoint assez la théorie de l'âme de Platon, accessoirement. Et Freud le savait, il l'avait dit. Enfin bon, ça veut dire, ce qui définit l'autonomie, c'est un rapport dynamique qui est toujours susceptible d'être bouleversé. On peut être maître de ses passions et régler raisonnablement ses passions, et puis on peut perdre le contrôle. Tout est toujours possible. Ce n'est pas acquis une fois pour toutes. Ce n'est pas un état définitif. Et de même pour la société. Une société, on peut dire qu'elle est autonome, qu'elle trouve un rapport d'autonomie entre les lois qu'elle a votées et l'obéissance qu'elle donne librement à ces lois. Et ça ne veut pas dire quelle est la société idéale. Par exemple, pour Castoriadis, il est certain que Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est une époque très brève dans l'histoire, mais enfin, l'Athènes de Périclès était vraiment une société autonome. Une société autonome où les citoyens votaient les lois, reconnaissaient qu'ils devaient obéir à ces lois qu'ils avaient votées. D'ailleurs, il n'y avait pas de parlement chez les Athéniens. Quand les Athéniens se rassemblaient, qui disaient on va faire la guerre, par exemple, on va envoyer une expédition en Sicile pour vaincre nos adversaires spartiates qui sont là avec leurs alliés syracusains, bon, eh bien, les gens qui partaient à la guerre, c'était les mêmes qui avaient voté. Les gens qui avaient voté, ce n'étaient pas des députés qui envoyaient des gens au casse-pipe, mais qui, eux, n'y allaient pas. Les gens qui avaient voté décidaient d'appliquer le vote. Et de ce point de vue, bon, il n'est absolument pas question, bien sûr, de prétendre que l'Athènes de Périclès était la société idéale. Bon, notamment, ce n'est pas une société idéale, c'était une société dans laquelle il y avait des esclaves qui ne votaient pas, qui n'avaient aucun droit. Il y avait aussi les femmes qui ne votaient pas. Les femmes athéniennes, bon, elles étaient indispensables pour procréer de petits Athéniens, de petits citoyens athéniens. Il fallait être fils d'un père citoyen et d'une mère citoyenne pour être soi-même citoyen. Mais, bon, il est bien évident qu'il y avait des gens qui étaient exclus de ce système. Bon, notamment les femmes qui n'avaient aucun droit. Bon, donc, Castoriadis ne dit pas du tout que la démocratie athénienne était le régime idéal. Il dit que c'était vraiment une démocratie. Et une démocratie qui savait de quoi elle parlait quand elle parlait de l'autonomie. Bon, le mot autonomie, accessoirement, était employé en grec ancien pour désigner une cité indépendante. Par exemple, il y avait des cités grecques sur le littoral de l'actuelle Turquie qui étaient des cités grecques, mais qui avaient été conquises et annexées à l'Empire perse. Et donc, elles étaient sous la loi des Perses. Donc, elles avaient perdu leur autonomie. Ensuite, quand les Athéniens, lors des guerres médiques, ont libéré ces cités, elles ont acquis momentanément leur autonomie. En fait, elles sont devenues sujettes d'Athènes. On peut dire qu'elles n'étaient pas autonomes. Enfin, dire qu'elles sont autonomes, ça ne veut pas dire, même quand elles le sont, ça ne veut pas dire que c'est la société idéale. Il ne s'agit pas du tout de dire l'autonomie, c'est la société idéale. C'est simplement, c'est une société dans laquelle le citoyen peut être libre, il peut être un sujet autonome, parce que la société aussi est libre, qu'elle a des institutions et qu'elle a un rapport de maîtrise à l'égard de ses propres institutions. Donc, je préfère m'arrêter là et, si vous voulez en discuter, entamer la discussion. Bon, sinon, je vous dis, dans le bouquin, il y a tout un chapitre qui est consacré à l'autonomie de la pensée. Alors là, ça concerne la philosophie. La philosophie, c'est la pensée autonome. C'est la pensée qui se donne sa loi, qui, notamment, ne se croit pas obligée de croire à des dogmes qui nous ont été enseignés par des autorités, mais qui peut mettre en doute ces dogmes. Ce qui ne veut pas dire qu'elle tombe dans le scepticisme de dire nous ne croyons à rien. Nous croyons à ce que nous reconnaissons nous-mêmes comme une vérité que nous avons pu éprouver et contrôler, et en ce sens, nous avons une pensée libre. Bon, et cela aussi
ça peut entrer dans la discussion, mais ce serait plutôt l'aspect philosophique de la pensée de Castoriadis que son aspect strictement politique. Je préfère m'en tenir au politique. On vous remercie et merci pour cette conférence. On va laisser place aux questions, donc n'hésitez pas si levez le doigt. Et moi j'en aurais une. Je vais commencer, après je te vote. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail en fait, le rôle de l'imaginaire dans la construction sociale en fait Bon, alors ça c'est plus compliqué parce que là on entre dans la philosophie. Ouais. L'imaginaire est une notion qui n'apparaît pas directement dans les premiers écrits politiques de Castoriadis, ça apparaît dans l'institution imaginaire de la société. Bon, l'imaginaire, c'est un terme qui lui-même peut prêter à malentendu. Bon, si on veut le prendre le plus littéralement possible, bon, l'imaginaire, on l'oppose au réel. L'imaginaire, c'est ce qu'on imagine. Bon, si on dit qu'on a des idées, qu'on a entièrement fabriquées de toutes pièces, et qui ne correspondent pas à la réalité, cet imaginaire, mais dans ce cas-là, l'imaginaire, on aurait tendance à penser que c'est le faux. Or, l'imaginaire n'est pas forcément faux. Nous imaginons des choses dont nous n'avons aucune expérience et dont nous pouvons et devons reconnaître que c'est nous qui les avons posées, qui les avons affirmées. Quand nous nous représentons, par exemple, que nous sommes des hommes ou des citoyens libres, c'est une affirmation que nous faisons, mais qui n'est pas du tout prouvée. Hein. Ce n'est pas prouvé que nous soyons libres, nous ne faisons pas toujours tout ce que nous voulons. Ça dépend comment on définit la liberté. Il y a des conditions dans lesquelles on peut se dire, même quand je me crois libre, j'agis sous des déterminations que je ne connais pas. Hein. Comme disait Spinoza, le petit bébé qui désire le lait de sa mère peut croire qu'il désire librement le lait, mais en fait, ce n'est pas librement, c'est parce que son organisme est tel qu'il éprouve une sensation de faim et qu'il a besoin de ce lait. Dans le lait maternel, il ne le désire pas librement, il le désire par nécessité. On peut dire, dans le meilleur des cas, que la liberté, c'est la conscience de la nécessité. Si je suis conscient que je désire m'alimenter, ne serait-ce que du lait maternel, et que ce n'est pas moi qui crée ma satisfaction. Bon, d'après la psychanalyse, par exemple, l'exemple du lait maternel, c'est pas rien du tout, parce que Freud est allé à dire, dans ses dernières spéculations juste avant de mourir, il a écrit une chose à propos de la relation justement du petit enfant au sein maternel, où il dit « Je suis le sein, ich bin die Brust ». Moi, petit bébé, enfin, il suppose qu'il reconstitue la pensée du petit bébé. Nous n'en savons rien de la pensée du petit bébé. Hein. Jamais, une fois que le petit bébé est devenu capable de parler, jamais il ne se souvient de ça. Enfin, il dit, le petit bébé, il croit que c'est lui qui a créé le sein maternel, que le sein maternel fait partie de lui-même, et qu'il est lui-même, en un sens, le sein maternel. Et, bon, si je suis le sein maternel, c'est une façon de se croire tout-puissant. Il dit, le petit bébé qui n'est pas encore un individu humain, qui ne parle pas, qui n'a pas conscience de son moi, il ne fait pas non plus la distinction entre le moi et le monde environnant. Le moi et le non-moi, c'est lui-même. Il se croit tout-puissant, il croit que c'est lui qui pourvoit à la satisfaction de ses désirs, et quand il est déçu de cela, qu'il reconnaît qu'il n'est pas maître de ce que le monde donne ou ne donne pas en réponse à ses désirs, bon, eh bien, dans ce cas-là, il a tendance à reporter la toute-puissance sur la personne de ses parents, par exemple. Il croit que c'est la mère qui est toute-puissante, ou finalement que c'est le père qui est tout-puissant, et puis il va même imaginer un être imaginaire tout-puissant qu'il appelle Dieu. Bon, le cas de Dieu est intéressant parce que, bon, si on veut bien y réfléchir, personne d'entre nous n'a eu l'expérience de Dieu, hein. Nous avons une idée de Dieu. Bon, c'est ce qu'on lit chez Descartes, par exemple. Descartes dit « j'ai en moi l'idée de Dieu ». J'ai en moi l'idée de Dieu. J'ai même une idée dont je peux déduire l'idée de Dieu et dont je ne peux pas dire que c'est moi qui l'ai inventée, qui est l'idée de la perfection ou l'idée de l'infinité. Je distingue dans mon esprit, comme si c'était une idée que j'avais depuis toujours dans mon esprit, alors que je ne sais pas d'où elle vient, j'ai l'idée que la réalité peut être parfaite,
et même infini. Bon, à mon avis, Descartes se trompe complètement, bien sûr, mais enfin, il dit, cette idée, je ne l'ai pas reçue de l'expérience du monde extérieur, puisque dans le monde extérieur, rien n'est parfait et rien n'est infini, surtout. Il n'y a que des choses finies et imparfaites. Donc quand j'imagine qu'il y a un être parfait et infini, ça ne me vient pas de l'expérience des choses. C'est pas non plus moi qui l'ai créé, dit-il. Bon, c'est là surtout qu'il se trompe, Descartes, je crois. En réalité, si nous avons cette idée, c'est parce que nous l'avons créée. Nous l'avons créée et elle n'a pas toujours existé. Je crois que l'histoire des religions est intéressante de ce point de vue et nous montre ce que Descartes ne pouvait pas comprendre parce qu'il ne le savait pas plus que ne le savaient la plupart de ses contemporains, et même quelque chose que nous savons depuis peu par l'étude des textes de l'Ancien Testament qu'ont pu faire les gens qui ont pu trouver les textes originels, les lire en hébreu et se rendre compte, par exemple, que dans la Bible en hébreu, dans la Bible, notamment dans ce qu'on appelle la Torah, le Pentateuque, qui est supposé avoir été écrit par Moïse. Bon, Moïse a vécu à une époque où nous savons aujourd'hui que les Juifs, les Hébreux, n'écrivaient pas, ne connaissaient pas l'écriture. Ils ont écrit plusieurs siècles après. Bon, Moïse est supposé avoir vécu au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Juifs ont commencé à écrire au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et ils ont écrit parce qu'ils ont adapté à leur usage personnel l'alphabet phénicien, qui a été également adapté, bon, qui est la source de tous les alphabets, enfin tous les alphabets du monde occidental en tout cas, parce qu'il a été adapté ensuite par les Grecs, qui ont fait leur alphabet sur la base de l'alphabet phénicien, et ensuite l'alphabet romain, qui est l'alphabet que nous utilisons aujourd'hui. Tous ces alphabets viennent des Phéniciens, et on peut dire les Grecs ou les Juifs ont adapté à leur façon l'alphabet phénicien au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au moins 5 siècles après l'existence de Moïse. Autrement dit, il se transmettait de vive voix, par tradition orale, l'histoire de Moïse et la loi de Moïse, mais il est certain qu'ils n'ont eu un texte écrit qu'à partir du moment où ils ont su écrire, c'est-à-dire pas avant le 8e siècle, c'est-à-dire les derniers rois de Juda. Bon, il y a un texte dans les chroniques qui figurent dans la Bible, où on nous raconte que c'est sous le règne du roi Josias, c'est-à-dire un des derniers rois de Juda, avant la conquête par l'Empire assyrien. Et on peut dire qu'il était juste temps qu'ils aient une loi écrite à ce moment-là, parce qu'ils allaient perdre l'existence indépendante de leur nation. À ce moment-là, les Assyriens avaient déjà pris le royaume d'Israël, c'est-à-dire le pays des Samaritains, qui était une population hérétique par rapport aux Juifs de Jérusalem, et puis les Babyloniens, qui avaient conquis l'Empire assyrien, ont conquis aussi la Judée, et à ce moment-là, ils ont déporté tous les notables de l'Empire, du royaume de Juda, ils l'ont déporté à Babylone, ce qu'on appelle l'exil babylonien, bon, faisant que le reste de la population qui restait sur place étaient des gens qui étaient livrés à eux-mêmes, sans tradition écrite de leur loi et de leur religion. C'est-à-dire que tant que les Juifs ne sont pas revenus de l'exil de Babylone, ils étaient privés de leur propre tradition religieuse. Bon, ensuite, il y a un moment où les Perses s'emparent de Babylone et décident de mettre fin à la domination des Assyriens et des Babyloniens sur le peuple juif, et ils permettent aux Juifs de rentrer à Jérusalem. Et à ce moment-là, on reconstruit le temple de Jérusalem, on remet en ordre les lois de la Bible, etc., etc. Bon, mais ces lois de la Bible, elles nous montrent quelque chose de très curieux, qui n'est pas du tout ce que nous avons dans les traductions modernes de la Bible, où Dieu est appelé Dieu, et Dieu est devenu un nom propre. Dieu, au départ, c'est un nom commun. Ça s'écrit avec un petit d. Il y a des dieux, et éventuellement, il y a un Dieu qui se pose avec un nom, en disant, comme l'a fait par exemple, justement, le Dieu d'Israël
devant Moïse, d'après le récit de la Bible. D'après le récit de la Bible, lorsque Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent, il lui dit « Je suis le Dieu de tes pères, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », bon, qui sont les patriarches de l'Ancien Testament, et je m'adresse à toi parce que je me suis aperçu de la situation malheureuse de mon peuple. Bon, Dieu avait passé une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et il avait fait donc un pacte qui faisait que le peuple des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob obéissait à la loi de Dieu, et qu'en même temps Dieu les protégeait. Or, en ce moment-là, les Juifs sont captifs en Égypte, et le Dieu qui se présente à Moïse comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dit « Je vais t'envoyer auprès de tes frères, les Juifs qui sont esclaves en Égypte, et tu vas les rassembler et les faire revenir dans le pays où je t'amènerai. » Et Moïse, bon, d'après ce que raconte la Bible, je me tiens simplement au fait que la Bible dit ça. Moïse, il dit, mais comment est-ce que je me ferai entendre d'eux? Est-ce que tu peux me dire quel est ton nom et comment je pourrais les convaincre de venir? Bon, alors, Dieu leur dit, je suis qui je suis. Alors, c'est la première réponse qu'on interprète en disant, il dit Yahweh. Yahweh, enfin bon, c'est paraît-il le nom de Dieu. Alors tu diras que Yahweh leur dit, ou Yahvé, bon, on ne sait pas comment ça se prononce. Vous savez qu'il y a une forme célèbre de ce même nom qui est Jéhovah. Quand il y a des témoins de Jéhovah, ils se réclament de ce Dieu du peuple hébreu qui est le Dieu Yahvé. Bon, dans la manière dont Yahvé se présente à Moïse, il y a une chose qu'il faut remarquer tout de suite, c'est que ce n'est pas le Dieu de tous les hommes régnant sur tous les hommes, et par conséquent, ce n'est pas le Dieu unique auquel croit la religion monothéiste aujourd'hui. Aujourd'hui, les Juifs sont monothéistes, comme les chrétiens et comme les musulmans. À l'époque de Moïse, il est évident qu'il ne l'était pas. Et non seulement il ne l'était pas, mais il ne pouvait même pas imaginer ce que ça pouvait être un Dieu qui était le seul Dieu. Le Dieu qui se présente à Moïse, qui s'appelle Yahvé ou Yahweh ou Jéhovah, peu importe, ce Dieu, c'est le Dieu national du peuple juif. Un Dieu qui se présente en même temps à Moïse comme un Dieu jaloux, c'est un Dieu qui veut être adoré seul. Vous n'adorerez que moi. Il y a d'autres dieux, d'accord, c'est vrai, il y a plusieurs dieux. Il ne le dit pas dans ces termes, mais c'est comme ça que ça doit se comprendre. Il y a plusieurs dieux, les peuples, les Égyptiens déjà, ils ont des tas de dieux. Mais je suis plus puissant que ces dieux-là, je vous défendrai contre ces dieux-là, et l'essentiel c'est que vous m'obéissiez et que vous n'ayez pas d'autre Dieu que moi. Là on est en pleine hétéronomie, n'est-ce pas? On est en hétéronomie dans un système religieux où Dieu est un Dieu qui a un nom, qui est Yahvé. Bon, ce qui est remarquable, c'est que dès que la Bible a été traduite en grec, par exemple à Alexandrie, peu après le règne d'Alexandre, on n'a pas traduit Yahvé par Yahvé, on ne lui a pas laissé son nom. En grec, on l'a traduit par O Kyrios, c'est-à-dire le Seigneur. Le Seigneur. Alors, dans la Bible qu'on lit en traduction, déjà la Bible grecque, puis la Bible latine, puis les Bibles modernes, quand elles ne font pas appel au texte hébreu, Dieu, c'est le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu. On s'aperçoit que ce Seigneur ton Dieu, il est très curieux, c'est un Seigneur qui exige qu'on ne soit fidèle qu'à lui. Il dit « Je suis un Dieu jaloux ». Il le dit. Il dit qu'il se met en colère et qu'il punit les gens qui adorent d'autres dieux. Il dit « Tu n'auras pas d'autres dieux en face de moi ». C'est d'ailleurs ce qu'on interprète comme l'interdiction de faire des images, des icônes ou des statues, enfin des idoles. Hein. Et c'est ce qu'on retrouve notamment, en particulier aujourd'hui, dans l'islam, où le seul fait de figurer Dieu, et même Mahomet, son prophète, ça apparaît comme un péché, un sacrilège. En réalité, c'est une chose qui a été inventée plus tard. Bon, mais c'est aussi parce que Dieu lui-même est une invention. À un moment donné, on invente un Dieu qui est le Dieu national, par conséquent, le Dieu qui nous défend, nous les Juifs, dans ce cas précis, et qui n'est pas le Dieu des autres peuples.
Ensuite, il y a un moment où les Juifs, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, adoptent... Oui, je vais m'arrêter, mais enfin, c'est pour dire, à un moment donné, ils adoptent l'idée qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et que ce Dieu, forcément, s'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est à la fois le Dieu des Juifs et le Dieu des Goïm, le Dieu des non-Juifs. Et à partir de là, pourquoi y aurait-il une élection particulière du peuple juif? Il y a des tas de problèmes qui se posent et qui apparaîtront dans l'évangile de Jésus-Christ, où Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs. C'est le Dieu des Juifs, mais ce n'est pas seulement le Dieu des Juifs. On peut dire, cela a été pensé et compréhensible après coup. Une fois que l'idée a été formulée, on la comprend. Mais tant qu'elle n'était pas formulée, elle n'était pas compréhensible. De même, le fait que les hommes peuvent devenir esclaves. S'ils sont libres, il peut arriver qu'on les capture, qu'on les réduise en esclavage et qu'on les vende et qu'on les utilise comme marchandises parmi d'autres. C'est une idée qui, tant qu'elle n'avait pas été mise en œuvre, les gens n'imaginaient pas, ne comprenaient pas. On peut dire que les hommes préhistoriques n'avaient pas d'esclaves et ils ne comprenaient pas ce que ça pouvait être que l'esclavage. Par contre, une fois qu'on a eu l'esclavage, on sait ce que c'est, on comprend. Bon, de même, qu'il y ait un Dieu ou des dieux, qu'il y ait un Dieu qui est le Dieu unique, etc., après coup, on le comprend. Mais avant, non seulement on ne pouvait pas le comprendre, on ne pouvait pas imaginer que ça serait compréhensible et que ça pourrait même exister plus tard. Autrement dit, c'est vraiment une invention. Et c'est une invention qui n'est pas prédictible par des lois, qui n'est pas prédictible par une rationalité. C'est l'irruption dans l'imaginaire individuel et social de ce que Castoriadis appelle des significations imaginaires sociales. Alors ça, c'est ce qu'il développe dans l'institution imaginaire de la société et dans beaucoup de textes qu'il a écrits par la suite. Mais que je n'ai pas... Bon, alors je sais que c'est inévitable de faire une longue réponse parce que l'imaginaire, par exemple, le mot imaginaire, il est employé par des tas de gens, notamment par les psychanalystes lacaniens. Ça explique en partie d'ailleurs le fait que Castoriadis, qui avait été un admirateur de Lacan, a finalement rompu avec Lacan. Il dit, chez Lacan, l'imaginaire, c'est simplement l'image de soi. Le fait que quelqu'un peut en arriver à se représenter lui-même comme un sujet, alors que ce n'est pas donné à son expérience. Bon, ce n'est donné à son expérience que de façon indirecte, et bon, c'est ce qu'on appelle le stade du miroir. Lorsque l'enfant se voit lui-même dans le miroir, il pourrait croire au début que c'est quelqu'un d'autre, il finit par comprendre que c'est lui-même, il finit par se reconnaître dans son image dans le miroir, et il finit par comprendre qu'il est, en tant qu'il a cette image dans le miroir qui le montre agissant et faisant les mêmes choses que lui-même, il est un sujet qui agit de sa propre initiative, mais cela, c'est une instance imaginaire. L'imaginaire chez Lacan, c'est, comme on dit aussi, le spéculaire, c'est-à-dire l'image dans un miroir, et cette image-là n'est que le reflet ou la reproduction de ce qui est donné dans l'expérience. Or, l'imaginaire au sens où le prend Castoriadis, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas au début, ou qui n'est que comme purement imaginé et inventé, qui est une création. D'où ce mot très important d'ailleurs qu'emploie Castoriadis dans sa philosophie, et qui est souvent très mal compris, parce que sous l'influence de la tradition religieuse, nous partons de l'idée que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Nous ne partons pas du tout de l'idée, qui pourtant devrait être la plus naturelle et la plus rationnelle, que c'est notre imagination à nous qui a créé Dieu. Que Dieu existe comme notre créature et pas nous comme créature de Dieu. Et quand Castoriadis parle de création, il parle effectivement de ce que nous créons nous-mêmes comme création imaginaire. Il dit nous créons la société, les rapports sociaux, quand nous adhérons à des rapports sociaux, que nous agissons conformément aux devoirs que la société nous impose, c'est parce que nous avons nous-mêmes créé cette image d'une société qui a par exemple défini un contrat social, qui a défini des règles de réciprocité entre les hommes, qui s'est défini par le fait qu'on doit obéir à la loi à laquelle nous-mêmes nous avons donné notre consentement, etc., etc. Tout cela, c'est pas le résultat physique d'une force physique, c'est le résultat de notre imaginaire. Bon. Et il faut toujours avoir présent à l'esprit que l'imaginaire, c'est la créativité de l'homme. Bon, créativité qui doit être prise en un sens
qui n'est pas du tout l'idée que tout ce qu'on crée est beau. C'est merveilleux. Hein. On peut créer des monstruosités. Bon, Dieu lui-même a créé des monstruosités. Si on pense que Dieu est créateur et qu'on voit ce qu'est le monde qu'a créé Dieu, on voit que ce qu'il a créé, c'est pas tout beau et tout nickel et tout propre, mais qu'il y a des monstruosités, qu'on se demande comment un Dieu tout-puissant et infiniment sage a pu créer le monde qu'il a créé. Ça pose problème. Bon, dans le cas de l'homme n'est pas tout-puissant, mais il est créateur. Et qu'il ait créé des monstruosités, nous le comprenons très bien. Hein. Le goulag, la Shoah, l'esclavage sont des créations de l'imaginaire humain. Bon, et la démocratie aussi. Alors, à nous ensuite de voir ce que nous choisissons et ce dans quoi nous nous reconnaissons. Je voudrais rebondir un peu sur une bonne partie de votre réponse et compléter un peu la question de Michael. Et donc je voulais savoir quel était pour Castoriadis et pour vous-même ensuite, si vous pouvez aussi donner votre opinion là-dessus, ce qu'il pouvait penser sur la notion de libre arbitre, que ce soit dans le plan d'autonomie. Oui. Bon, mais ça, le libre arbitre, c'est la métaphysique occidentale, et dans une très large mesure, ce qu'on appelle le libre arbitre, c'est un sous-produit du christianisme. Même si on prétend le retrouver chez Platon ou chez les stoïciens, en réalité, je crois, on interprète lourdement ce que dit Platon au sujet du libre arbitre, ou ce que disent les stoïciens. Par contre, dans la métaphysique chrétienne, c'est certain, il y a la question de savoir comment l'homme a voulu ce qu'il fait, et comment sa volonté est effectivement la sienne. Parce que, on pourrait dire, après tout, quand l'homme a des désirs mauvais, ces désirs mauvais, ils viennent de la passion, de la pulsion, de son inconscient, et agissant sous l'emprise de ces passions, il n'est pas libre. C'est-à-dire, alors là, ce que disait littéralement Socrate dans les dialogues de Platon, il dit « nul ne veut le mal volontairement ». Nul ne fait le mal volontairement. C'est ce qu'on appelle le paradoxe socratique. Et ce paradoxe socratique, c'est pas du tout l'idée du libre arbitre. C'est de dire, bon, quand je veux quelque chose, ce quelque chose, je le veux parce que, sous un angle quelconque, bon, qui peut être très partiel et très égoïste, je le perçois comme un bien. Je veux m'approprier, par exemple, la nourriture qui est devant moi, et je prends tout je prends toutes les parts du gâteau sans me rendre compte que je devrais la partager avec d'autres. Parce que pour moi, c'est ça le bien. Le bien, c'est que je prenne tout, et si je partage avec les autres, je me prive de quelque chose qui est peut-être un bien pour les autres, mais qui n'est pas un bien pour moi. Ce qui serait bien pour moi, c'est que moi, je mange la plus grosse part, et que les autres n'aient que la portion congrue. Bon, et donc, en un sens, dit Socrate, je ne veux jamais le mal, enfin je ne le veux pas volontairement, je ne le veux pas consciemment, j'agis à l'insu de mon plein gré, comme dirait les guignols de l'info, j'agis à l'insu de mon plein gré, je veux le bien, et je méconnais ce bien, c'est par ignorance que je fais le mal. Et c'est les autres qui se rendent compte que je fais le mal. Je fais le mal de leur point de vue. Mais moi je crois faire le bien. Et c'est pas le libre arbitre, c'est la passion qui agit. Et à partir de là, il y a un besoin de régulation morale qui passe par la société, qui passe par des lois et des autorités, et où la théorie du libre arbitre telle que le conçoivent les scolastiques du Moyen-Âge, parce qu'il faut dire ça apparaît chez les scolastiques du Moyen-Âge, c'est par exemple la fameuse théorie de l'âne de Buridan. On imagine un âne qui se trouve placé entre deux baquets d'eau, placés l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, à égale distance. Autrement dit, il n'a aucune inclination plus forte à aller boire l'eau du baquet qui est à sa gauche ou de l'eau dans le baquet qui est à sa droite. Et ce pauvre âne, par conséquent, qui ne peut pas suivre une inclination plus forte que l'autre. Bon, si l'un des deux baquets était plus proche, s'il avait de l'eau plus près d'un côté, il irait évidemment boire cette eau-là. L'inclination la plus forte ferait qu'il irait
boire l'eau là où elle est le plus immédiatement accessible. Mais si les deux baquets sont à égale distance, bon, d'après la théorie de Buridan, enfin, donc, qui est un scolastique du Moyen-Âge, on s'est connu proverbialement comme l'âne de Buridan. Bon, eh bien, d'après Buridan, ce pauvre âne, il n'ira pas boire, il va mourir de soif, parce qu'il n'arrivera pas à se décider par son libre arbitre, il n'arrivera pas à se décider pour la gauche ou pour la droite, pour le baquet d'eau qui est à sa gauche ou pour le baquet d'eau qui est à sa droite. Et si on admet la théorie du libre arbitre, à la limite, le libre arbitre est un serf-arbitre, enfin, ce qui a été la théorie de Luther d'ailleurs et des théologiens protestants. Bon, je pense moi que c'est un faux problème. Je pense que c'est un problème qu'a inventé le christianisme, la théologie médiévale de la scolastique, et que les métaphysiciens occidentaux, bon, Descartes, Kant, et bon, l'idéalisme occidental a repris à son compte, qui par contre n'a pas été repris à son compte par des philosophes comme Spinoza, ou comme... oui, bon... Non, mais bon... Ou comme les marxistes pour qui la liberté, c'est la conscience de la nécessité. Mais ce n'est pas le libre arbitre. Il faut tourner la parole, en fait, que sinon... Est-ce que quelqu'un a une autre question par hasard? Pour revenir sur quelque chose? Moi, j'avais une petite question sur justement la pertinence d'une radicalité de l'imagination pensée à partir d'une théorie marxienne quand même. Parce que par exemple, pour l'objet de Dieu, Dieu n'est pas une altérité radicale, mais il est l'expression de besoins réels. Voilà, c'est pour ça... Quel besoin a-t-on de Dieu? Le croyant s'est persuadé qu'il avait besoin de Dieu, d'accord. Mais à l'époque où personne n'avait même imaginé un Dieu, parce que nous avons beau dire, nous ne savons pas quand est apparue la croyance en Dieu. Nous ne savons pas, notamment, quand est apparue la croyance en un Dieu unique. En toute rigueur, étant donné que nous ne connaissons que les peuples qui ont laissé un témoignage écrit de ce à quoi ils croyaient. Et les premiers peuples dont nous avons des documents, que ce soit les Égyptiens, les Perses, les Babyloniens, les Assyriens, les Grecs, les Romains, les Germains, etc., nous savons qu'ils étaient polythéistes, qu'ils avaient des dieux et qu'éventuellement ils avaient un dieu privilégié qui était leur dieu national. Dans ce cas-là, on dit, par opposition à monothéisme, on dit monolatrie. On peut dire, par exemple, que les Juifs ont inventé la monolatrie, mais ils n'ont pas été les seuls, parce que, par exemple, les Athéniens, qui avaient une déesse Athéna, qui a donné leur nom à leur ville, bon, ils adoraient en particulier Athéna, c'était la déesse à laquelle ils vouaient le culte principal, mais ils croyaient aux autres dieux de la mythologie grecque. De même les Romains, qui avaient aussi, bon, Jupiter, Optimus Maximus, Jupiter très bon, très grand, bon, mais ils avaient les autres dieux. Bon, quand le monothéisme apparaît, c'est très tard, hein, on peut dire que le monothéisme, il apparaît chez les Juifs à peu près au IVe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, il apparaît dans le christianisme, et après, il va être relayé par l'islam. Mais tant que le monothéisme n'avait pas été inventé, personne n'avait besoin de ce Dieu. Dire que Dieu... Bon, évidemment, si on est croyant, on dit Dieu, il existe de toute éternité. Dieu, il était là avant moi. Et on croit que Dieu est une réalité. Bon, moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre ça. Je dis, je sais qu'il y a eu un moment où nous avons imaginé la réalité de Dieu. Et effectivement, nous avons cru que Dieu nous secourait dans nos malheurs. Bon, quand il ne le fait pas, c'est qu'il n'est pas content de nous, c'est que nous sommes coupables. C'est ce qu'ont pensé les Juifs aussi. Quand ils voyaient que le Dieu national du peuple juif ne le secourait pas contre les gens qui l'asservissaient et l'exilaient à Babylone, bon, ils se disaient, bon, quelle faute ai-je commise envers Dieu pour que Dieu m'ait délaissé? Je suis délaissé par Dieu. Bon, et donc c'est moi qui suis coupable. On s'invente la conscience coupable. Mais tout ça, c'est l'imaginaire humain. C'est l'homme qui a créé Dieu, c'est l'homme qui a créé la culpabilité. Bon, il va de soi que pour penser ce que pense Castoriadis, il faut être athée. On ne peut pas être castoriadien sans être athée. On peut y trouver des choses intéressantes, mais pour être d'accord avec lui, il faut reconnaître que Dieu est une création de notre imaginaire. D'autres questions? J'en ai peut-être une petite dernière. Qu'est-ce que pense Castoriadis du tirage au sort?
Ah ben, le tirage au sort, c'était pratiqué dans l'Antiquité, à Athènes en particulier, pour un usage que nous avons encore aujourd'hui, quand on choisit les membres d'un jury dans une cour d'assises, ils sont tirés au sort. Les faits qu'ils sont tirés dans une liste préalablement préparée de gens honorables, respectables, etc., où on ne risque pas d'avoir, en théorie, un truand parmi les jurés. Et un complice, à plus forte raison. Bon, c'est pas sûr, mais enfin, chez les Athéniens, c'était pire parce que le jury n'était pas de 12 jugés. Le jury, par exemple, le jury qui a condamné Socrate à mort, était composé de 500 membres. Il y avait 500 jugés tirés au sort. Bon. Le tirage au sort servait à élire, à désigner un certain nombre de magistrats dans la démocratie athénienne. Lesquels magistrats, à l'origine, avaient été élus. Et ils étaient élus, et en principe, élire, ça veut dire on choisit celui qu'on considère comme le meilleur, l'aristos. Aristos veut dire le meilleur. Et donc, le procédé d'élire quelqu'un, puisque par principe on veut élire le meilleur, on se trompera peut-être, mais on le choisira parce qu'on croit qu'il est le meilleur. C'est un principe aristocratique. C'est un principe d'ailleurs qu'on ne peut pas totalement éliminer. Les Athéniens ne l'avaient pas éliminé. Ils avaient des magistrats qui étaient tirés au sort. C'était ceux dont la fonction n'exigeait pas une compétence technique particulière, qui pouvaient éventuellement simplement faire appel au sentiment de justice que tout homme a naturellement, d'après les Grecs, dans sa conscience. Mais par contre, quand il y avait une compétence technique, par exemple, être capable de diriger une armée ou de diriger l'État et d'avoir des relations diplomatiques avec les autres pays, de négocier un traité, de signer un accord de paix ou des choses de ce genre. Bon, les stratèges, les gens qui à Athènes étaient les stratèges, ceux-là étaient élus. Ils étaient élus, bon, il n'y avait pas un seul stratège, il y en avait 10. Ils étaient élus pour un an, ils pouvaient être réélus, et il pouvait y avoir un de ces stratèges qui avait une influence très grande, comme ça a été le cas de Périclès. Bon, Périclès est un chef élu, mais un chef élu dans un domaine très particulier. C'est lui qui dirige la politique étrangère et les guerres d'Athènes. Par contre, toute l'administration, la justice, les fonctions routinières, pourrait-on dire, de la société, sont réglées par des magistrats élus, tirés au sort. Et là-dessus, il y a un témoignage d'époque qui est très important, qui est la politique d'Aristote. Et un autre texte qui n'est pas d'Aristote, mais qui lui est attribué parce qu'il a été certainement écrit par ses disciples, qui est un texte qui s'appelle la Constitution d'Athènes, où se trouve décrit de manière détaillée l'histoire, le développement de la démocratie athénienne, et où est très clairement exposée cette idée que le vote est un mode de désignation aristocratique et que le tirage au sort est démocratique. Bon, démocratique parce que finalement n'importe qui peut être désigné par le sort. Alors qu'il est bien évident que quand on vote, il y a des gens qui sont exclus d'avance de toute possibilité d'être élus. Des gens qui ne sont pas pris au sérieux par les gens qu'ils ont autour d'eux, des gens qu'on prend pour des idiots ou des demi-idiots ou des gens originaux pas très fiables. Bon, Socrate lui-même d'ailleurs, on disait de lui qu'il était atopos, ce qui veut dire, bon, c'est un mot qui est de la même famille que utopie, mais enfin utopie c'est la société qui n'existe nulle part. Atopos, ça peut se traduire bizarre, original, quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Et Socrate, il n'aurait jamais exercé la moindre fonction, la moindre magistrature, s'il avait eu à se présenter à une élection. Pourtant, à un moment donné, il a été l'un des magistrats qui siégeait au Conseil d'Athènes. Alors ça aussi, le Conseil. Le mot Conseil, en grec boulé, ou en grec moderne vouli, parce qu'ils prononcent pas, ils ont le même mot, mais ils ne le prononcent pas de la même façon que nous sommes habitués à prononcer le grec ancien. Il désigne le Parlement. À Athènes, aujourd'hui, la vouli, c'est le Parlement. Et ce sont des gens élus, bien sûr, comme les parlements un peu partout. Mais la boulée, enfin, je le dis comme on m'a appris à l'école, quand j'apprenais le grec, la boulée, c'est-à-dire le conseil, c'était des gens qui étaient tirés au sort. Bon, ils étaient 500, hein. Et évidemment,
Parmi eux, il y avait des gens qui présidaient des séances. Il y a eu un moment dans l'histoire d'Athènes où Socrate présidait la séance qui avait à se prononcer sur une question grave dans laquelle il a essayé d'empêcher de prendre une décision. On s'est raconté dans les dialogues de Platon, c'est raconté aussi dans le livre d'histoire de Xénophon, les Helléniques. Bon, il était dans une position de magistrat qui n'était magistrat que pour un an. Comme tous les magistrats à Athènes, ils étaient nommés pour un an. Et ensuite, ils étaient remplacés par quelqu'un d'autre, dont ils ne risquaient pas de s'emparer du pouvoir. Mais ceux-là étaient des gens qui n'étaient pas élus. Et c'est parce que c'était la démocratie. Et que n'importe qui en démocratie, même un philosophe bizarre comme Socrate, pouvait un jour se trouver présider le conseil de la République athénienne. Bon, par contre, les stratèges, les gens qui exerçaient le pouvoir politique spécialisé, important, qu'est notamment la direction des affaires militaires, bon, ceux-là étaient élus. Et ce n'était pas contraire au fait qu'Athènes soit une démocratie. C'est que c'était les exigences techniques de cette fonction technique. Par contre, évidemment, rien d'autre ne relevait de l'élection. Donc, effectivement, si on veut être démocrate, il faut mettre de plus en plus de tirage au sort dans le choix des magistrats. Enfin, ça veut pas dire qu'on doit mécaniquement imiter le modèle d'Athènes. Je vous propose de vous arrêter là, et puis ceux qui veulent nous rejoindre, on va aller dans le Merci pour cette conférence.